Salut tout le monde, et une autre capsule, on continue notre chapitre 5. Comme je l'avais mentionné dans la précédente capsule, c'est le volume qu'on utilise fait des regroupements par type de composé. Fait qu'on a vu dans la précédente capsule tout ce qu'on peut faire en fait pour obtenir des alcanes. Et dans la prochaine capsule, celle que je suis en train de faire avec vous, bien vous allez avoir des options pour obtenir des alcènes. Donc, vous allez voir que les alcènes, c'est un composé qui est assez central dans la chimie organique, puisque c'est un composé qui est facilement modifiable. Donc, si on est capable de créer des alcènes, ça va souvent nous donner du matériel pour faire autre chose par après. Mais bon, comme je disais aussi, là, on va y aller une étape à la fois, là, et on va regarder les options pour obtenir des alcènes. En fait, il n'y a pas tant d'options que ça. C'est juste qu'elles vont se décliner en plusieurs possibilités. Et la classe de réaction qui nous permet d'avoir des alcènes, c'est majoritairement ce qu'on appelle les réactions d'élimination. Donc, élimination, ça veut dire enlever des atomes sur une molécule pour pouvoir utiliser leur liaison puis former une liaison double. Donc, les principaux produits de départ, donc quand on parle des substrats, là, c'est ce qu'on a au départ. On commence avec quoi? OK? Donc, au départ, on peut soit utiliser des halogénures. Donc, des halogénures, là, ça va être, par exemple, CH3Cl. Ça, c'est un petit halogénure. Puis, en fait, je vais même en mettre un juste un peu plus gros parce que, strictement parlant, CH3Cl, je peux pas faire d'alcène avec, là. Donc, mettons, CH3, CH2, Cl. Ça, on pourrait faire une alcène entre les deux carbones, là. Donc, voici un substrat, un halogénure de départ, mais c'est n'importe quelle chaîne de carbone qui va avoir un chlore, un brome ou un iode. Donc, on va pouvoir faire des réactions avec des halogénures pour s'en aller vers des alcènes. Et les alcools, bien, vous souvenez probablement de la fonction alcool de nomenclature, le OH. Donc, ce sont deux options, soit avec un halogène, soit avec une fonction alcool, qui vont nous permettre d'obtenir des alcènes. Le tout réside dans le couplage de ce genre de composé-là avec un bon réactif pour réussir à faire la transformation. Et ici, c'est vraiment une question une association, là. Les halogénures, donc, comme vous pouvez voir ici, je vais même le mettre en jaune, là. Les halogénures, quand on va les mettre en présence d'une base forte, comme OH-, OH-, souvent, vous allez voir sous forme de NaOH, c'est celui qu'on utilise le plus souvent, là. Donc, NaOH, qui génère du OH-, quand on le met en présence d'une halogénure, puis qu'on chauffe un petit peu, là, on va être capable d'avoir un alcène avec ceci. On peut partir aussi, on peut utiliser l'ion amidure. Ça, c'est quelque chose qui est plus rare, là. Ça se présente sous forme de Na-NH2. C'est très réactif, c'est dangereux, là, donc on l'utilise beaucoup moins souvent dans la vraie vie. Et par exemple, on peut avoir, pour ce qui est de l'alcoolate, c'est un alcool qui a perdu son H et qui a un sodium la plupart du temps à la place. Donc ça ici, c'est des bases fortes, mais je vous cacherai pas que le NaOH, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Donc, un halogénure avec des bases fortes, ça va nous donner un alcène. Donc, je pourrais écrire ici, hein, halogénure, je vais juste l'écrire en mots, plus base forte, et ça donne un alcène. Je vous dirais que si vous êtes capable de verbaliser vos réactions, comme je viens de le faire, c'est vraiment une bonne façon d'apprendre. Donc, halogénure plus base forte, ça donne un alcène. Et un alcool, là, ici, je ne l'ai pas mentionné, là, mais pour ce qui est des alcools, c'est un peu le contraire, dans le sens que le pH est vraiment pas pareil, là. Ça se fait en milieu acide. Ça prend un acide, on va dire, plus chauffage, là. La plupart du temps, la production d'alcène va demander un chauffage. Et c'est vrai aussi pour l'halogénure en haut, là. Et on va utiliser des acides comme l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique. Puis dans tout ceci, je vous dirais que l'acide sulfurique, c'est celui qui est le plus utilisé parce qu'il est puissant et facilement achetable. C'est très abordable. Donc on peut utiliser cet acide-là très très facilement. Donc on dirait acide fort ici. Donc alcool plus acide fort va donner aussi un alcène. Mais attention,
un halogénure avec un acide fort ne donne pas un alcène. On ne peut pas croiser là, à cet endroit-là. Il faut vraiment avoir le bon couplage. Hein. Comme je vous disais, là, les réactions, c'est une question là, d'avoir les bonnes associations d'informations pour avoir le bon type de produit. Donc ça, c'est pour, en guise d'introduction, comment on peut penser avoir un alcène. Puis naturellement, je vais vous donner plusieurs exemples de ceci, autant dans cette capsule-ci que dans au moins la prochaine. Et on va commencer, en fait, on va continuer cette capsule-là avec ce qu'on appelle un mécanisme de réaction. Donc, qu'est-ce qu'un mécanisme de réaction? C'est l'intérêt d'un chimiste organicien à comprendre toutes les étapes de transformation pour, entre autres, passer d'un halogénure à un alcène. Okay? Donc, autrement dit, on va faire ici ce qu'on appelle le mécanisme général de la réaction d'élimination. L'élimination qui est souvent symbolisée par la grande lettre E, ici, la lettre majuscule E. Et lors de l'étude des mécanismes de réaction d'élimination, les personnes qui ont étudié cette réaction-là se sont rendues compte que la réaction d'élimination se fait de deux façons subtilement différentes. Okay? Puis j'insiste sur subtilement parce que c'est pas une grosse différence, là. Mais on va avoir ce qu'on appelle soit un mécanisme en une étape. Donc, autrement dit, quand on dit en une étape, c'est que toutes les transformations se font en même temps. Curieusement, c'est décrit E2 ici, c'est pas une erreur, ça veut dire qu'il y a deux transformations qui se font sur la même molécule en même temps. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est en une étape, là. Le 2 qui est en bas ici veut dire deux transformations simultanées. Okay, vous allez voir c'est lesquelles. Donc le mécanisme en une étape, on dit qu'il est favorisé par les composés de départ primaires. Donc j'ai même une question dans le forum à cet effet-là. Naturellement, c'est très important d'y répondre. C'est quoi un substrat primaire? En fait, ça a le rapport au nombre de carbone qui sont autour de la fonction qui est portée par la molécule. Si je prends un halogénure primaire, en fait, c'est celui... je pourrais même en faire un autre, là. Vous avez ici un halogénure primaire. Pourquoi? Parce que le carbone qui porte l'halogénure, donc le C qui est ici, c'est lui qui a le chlore branché dessus, le carbone qui porte l'halogénure a un seul voisin carboné ici. Donc on appelle ça un halogénure qui est primaire. On met souvent un petit 1,0 comme ça, là. C'est une façon de l'écrire plus rapidement. Donc quand on parle d'un substrat primaire, ça veut dire que le carbone qui porte l'halogénure a un seul voisin carboné. Vous pouvez transformer le Cl en OH et dire que c'est un alcool primaire. Okay? Donc, encore une fois, je peux en dessiner un ici, là. Donc, CH3, CH2, on va faire même un peu plus long, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que le carbone qui porte la fonction OH a un seul voisin carboné. Donc, on appelle ça un alcool primaire. Et les alcools primaires ont tendance à réagir selon, et les halogénures primaires aussi, je m'excuse, ont tendance à réagir selon un mécanisme qu'on appelle en une étape, qui s'appelle E2. Je vous montre un mécanisme général. Donc vous allez ici être mis en contact, c'est un petit peu brutal au départ, je peux être honnête avec vous, avec ce qu'on appelle les mécanismes généraux. Donc un mécanisme général, c'est une information qu'on doit regarder et être capable de transposer dans d'autres situations par après. Vous allez voir ce que ça donne. Si je prends un mécanisme général, je peux imaginer une molécule organique. J'en dessine seulement un petit bout, en fait. Je dessine, mettons, le bout d'une molécule comme ça, puis je peux mettre un H ici, puis vous avez quelque chose du genre dans votre volume, là, vous allez avoir des choses bizarroïdes comme ça dans un mécanisme général. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a des lettres. On pourrait ici dire Y et Z. C'est ce qu'on appelle des groupes amovibles. En fait, je vais l'écrire là d'une autre façon. Ouais. Ça, c'est ce qui est écrit dans votre volume, mais je vais écrire pour l'élimination, là, ça va être très souvent ceci, là. Y, ça va être un H qui va s'en aller. Okay?
Et puis pour les autres, j'écrirai H, là. Le Z, c'est ce qu'on appelle un groupe amovible. Oh, pardon. Comment ceci? On efface. Il y a quelque chose avec mon crayon. Donc, groupe amovible. Donc, amovible, ici, on a l'idée là que ça va s'en aller. OK? Et les groupes amovibles, les plus fréquents, vous avez ça en dessous ici, vous allez avoir halogénure, X. OK? Ça veut dire c'est soit Cl, soit Br, soit I. Ça, c'est ce qu'on peut enlever facilement. Ce qu'on peut enlever facilement sur une molécule aussi, comme je l'avais dit, c'est un OH. Donc, je dirais pour l'instant, ce sont les deux groupements amovibles, comme je l'avais mentionné au début du chapitre, là, on peut enlever des alcools ou des halogènes. Là. Dans votre volume, il parle d'autres groupes amovibles, mais ils sont pas utilisés ici. Fait que je vais me limiter à ce qu'on va utiliser. Et imaginez que, en fait, le Y, c'est un H. Et le Z, c'est soit chlore, brome, iode ou OH. Vous allez avoir, on va faire la réaction ici avec quelque chose qui va être ce qu'on appelle un nucléophile, je veux dire une base ici, j'aime mieux ça, là. La base en tant que telle, ça va être quelque chose qui a des électrons. Okay? Ça n'est pas obligé d'être une base forte, ça peut même être de l'eau dans un milieu acide. Okay? Donc, ce que ça va faire, c'est que la base va aller attaquer le H qui est ici. Sur l'exemple qui est là, c'est un Y, là, mais comme je vous dis, c'est un H qui va être là. Et ce que je viens de faire ici, les flèches que vous allez voir dans les mécanismes, c'est les mouvements électroniques qui expliquent la transformation, comment la transformation ça s'est fait. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on a une molécule qui est riche en électrons, qui va aller voler un H qui va être voisin du carbone qui porte le groupe amovible. C'est bien important, c'est pas sur le même, c'est sur le voisin que ça va se faire. En allant voler le H qui est ici, vous allez avoir la liaison CH qui va revenir entre les deux carbones, et le groupe amovible va faire son travail. En fait, il va sortir de la molécule. Ça ici, ce que ça veut dire, c'est qu'il va prendre les électrons, il va les garder pour lui, et il va partir avec les électrons de la liaison. Donc les flèches vont toujours du moins vers le plus, ce sont des mouvements électroniques. Donc, il faut toujours essayer d'imaginer que ce sont des électrons qui bougent. Et ici, ben, on va avoir quelque chose qui va voler le H, qui est voisin du carbone, qui va être sur le groupe amovible, qui porte le groupe amovible. La liaison revient entre les carbones et va expulser le groupe amovible, ce qui nous donne, de l'autre côté, bien, vous allez avoir ces deux liaisons-là n'ont pas été touchées. On a maintenant deux liaisons entre les carbones. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à créer un alcène. Le groupe Z est parti et il reste les deux liaisons qui étaient comme ça ici, là, que j'avais dessiné avec des H de l'autre côté. Et de l'autre côté, bien, il va avoir notre molécule qui est plus de type basique, sur lequel il va avoir le Y de collé. Puis on va avoir le Z- qui va être sorti. Cependant, comme j'ai mentionné dans la précédente capsule, ça c'est nos déchets de réaction, et la plupart du temps, on s'en occupe pas vraiment. Donc, ce qu'on veut ici, c'est essayer de visualiser la fonction alcène qui s'est formée, en fait, de la façon dont la fonction alcène s'est formée sur la molécule. Je vous disais tantôt là, pourquoi on appelle ça E2, les deux transformations qui arrivent simultanément, c'est la perte du H et la perte du groupement amovible, ayant comme conséquence la création de l'alcène. Donc ici, on a eu les deux transformations qui sont arrivées en même temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est en une étape, parce que ça se fait tout d'un coup, ces affaires-là, mais on a deux transformations en même temps. Donc ça nous permet d'avoir la formation d'un alcène. Donc ici, vous avez le mécanisme général, E2, qui se fait en une seule étape. Je laisse ça là, ok? Puis je vais le réutiliser plus tard, puis je vais vous faire signifier là, quand je vais l'appliquer dans une situation avec des molécules avec des vraies fonctions. Mais vous avez ici, comme je vous disais, le premier choc d'un mécanisme qu'on appelle général, ou est-ce que c'est très théorique.
j'en conviens, là, mais on va essayer de transposer ces informations-là plus tard, là, dans un exemple, un petit affaire plus concret, c'est ce que je l'espère. Ça, c'est notre mécanisme d'ordre 2. Quand on parle maintenant de l'autre subtile variation de la réaction d'élimination, on peut avoir aussi une molécule, un mécanisme qui s'appelle E1. On a dit d'ordre 1. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement qui se fait à chacune des étapes de la transformation, et non pas deux changements simultanés. Ça va se faire un changement à la fois, et puisque ça se fait un changement à la fois, ça demande plus d'étapes. Donc ici, c'est pour ça qu'on a deux étapes, là. Ça va demander une étape additionnelle pour réussir à faire la transformation. On parle ici de substrat tertiaire, puis je vais rajouter même là, des substrats tertiaires et secondaires. Puis je vais vous donner la définition des substrats tertiaires et secondaires, parce qu'encore une fois, c'est une question qui m'a été posée, c'est très important de répondre à ceci. C'est toujours le même principe, en fait, quand on dit un substrat tertiaire, c'est que le carbone qui va porter la fonction, le groupe amovible, en fait, là, va être soit avec 3 ou 2 voisins carbonés, selon si c'est tertiaire ou secondaire. Si je prends un substrat tertiaire, ça peut ressembler à ça. Donc, vous allez avoir ici, mettons, un halogène, Cl, puis vous allez avoir le carbone, pardon, c'est une CH3, là, le carbone qui porte l'halogénure. Cette fois-ci, il n'y a pas juste un voisin carboné. Il va y avoir un voisin carboné, 2 et 3 voisins carbonés. Ça, ici, on appelle ça un substrat tertiaire. Les substrats tertiaires vont avoir une particularité intéressante, c'est en lien avec le chapitre 4, c'est que les substrats tertiaires vont former des carbocations qui sont plus stables. Donc, c'est pour ça ici qu'on parle de formation de carbocations, parce que on avait vu dans le chapitre 4 que les carbocations tertiaires sont les plus stables d'entre tous, en ajoutant ceux qui sont stabilisés par résonance. Donc, ça ici, c'est un substrat tertiaire. Et si je prends un autre type de substrat, si j'écris CH3, CH3 comme c'est ici, puis je mets un OH au centre, là, bien, là, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que le carbone qui porte la fonction a un voisin carboné, 2 voisins carbonés. Vous avez donc ici ce qu'on appelle un substrat qui est secondaire. Donc, c'est toujours, comme je vous dis, en termes de nombre de carbone qui sont rattachés sur la fonction, en fait, sur le carbone qui porte la fonction. Donc, c'est ce qu'il faut garder. Vous avez ici, là, l'exemple tertiaire et secondaire. Et comme je vous disais, bien, le fait de passer par, surtout avec un substrat tertiaire, c'est que ça va nous donner la possibilité de former un carbocation. Donc, de façon très, très générale, si je prends le mécanisme général de l'élimination en type E1, bien, je vais avoir, encore une fois, là, je vais aller directement avec un H ici, là, mais si je prends le groupe amovible Z, qui sont les mêmes que tout à l'heure, et que cette fois-ci, au lieu des H, je mets des CH3 au bout, okay, pour avoir, encore une fois, 1, 2, 3 voisins carbonés. Bien, ça ici, ça va me donner la possibilité de faire un carbocation. Donc, ce qui va se passer au départ, la première étape du mécanisme, c'est une étape qui habituellement est à l'équilibre, c'est que le substrat va expulser spontanément, mais à l'équilibre, son groupe amovible pour former un carbocation tertiaire plus stable. Donc, vous avez ici la formation d'un carbocation. Je vais l'écrire en dessous. Bon, carbocation. Ceci est la première étape de notre mécanisme E1. Naturellement, il y a un Z- qui flotte pas trop loin, là, parce qu'il est sorti, puis il reste pas trop loin, il peut se rebrancher puis revenir à gauche. Hein. Donc, un système à l'équilibre, ça veut dire que les deux formes existent en même temps. Cependant, la forme de droite, qui est ici, quand on la met en présence, encore une fois, d'une molécule qui est riche en électrons, comme ça, bien, à ce moment-là, la porte va être ouverte pour aller voler le H sur le côté et rabattre la liaison vers le centre. Et un peu comme on avait fait dans la résonance, c'est que le C+, qui est ici,
va appeler la liaison à revenir vers le milieu, là, pour former justement de l'autre côté. C'est ce qu'on veut faire. On veut faire un alcène. Donc, le H ici est parti. Ça va me donner, si j'étais très exact, ça me fera une liaison comme ça ici, là. Donc, vous allez avoir un alcène qui est formé au centre. Et de l'autre côté, vous allez avoir un carbone qui, lui, va avoir un voisin CH3, comme ça ici, et un voisin CH3 qui est ici. Peut-être juste redessiner le côté droit, qui est plus ou moins bien fait, là. Donc, CH3, comme ceci. Et ça nous donne un alcène. Encore une fois, avec les déchets qui viennent avec, là. Mais vous allez avoir ici la subtile différence de la formation de carbocation. Et ensuite, vous allez avoir l'attaque pour enlever le H qui est ici et avoir le retour de la liaison au centre. Donc, vous avez ici, là, ce qu'on appelle le mécanisme général, E1, qui va être, là, justement, là, en deux étapes. Donc, une étape ici et une deuxième étape à cet endroit-là. Légèrement différente, mais c'est parce que, pourquoi il existe les deux, c'est que les substrats tertiaires et secondaires ont tendance à former des carbocations pas mal tout seuls, surtout quand on les met là, en solution aqueuse, là, on va avoir la formation de carbocation qui va être favorisée. Et le carbocation ici fait l'appel de la liaison qui permet de faire une alcène par après. Donc quand on a les substrats tertiaires et secondaires, c'est plus comme ça que la réaction va se faire. Et quand on a un substrat primaire, bien ça se fait tout en même temps. Parce que les carbocations primaires ne sont pas stables. Si vous vous rappelez de votre chapitre 4, là, les carbocations primaires ne sont pas favorisées. Donc, à ce moment-là, c'est très peu probable d'avoir une carbocation quand on a un substrat primaire. Alors, la réaction doit se faire en une seule étape pour qu'elle soit réussie. Donc, ces réactions-là ici, là, le E2 est plus difficile dans la vraie vie à faire là, que le E1, puisque le E1, il passe par une carbocation plus stable, là, qui fait l'appel de la liaison. Donc, c'est ça qui fait notre moteur de réaction pour avoir un alcène. Donc, vous avez ici les mécanismes généraux, E1 et E2. Et je regarde le temps de la capsule, je crois que c'est mieux que je m'arrête ici. Et ce que je vais faire, c'est que dans les deux prochaines capsules, je vais appliquer les mécanismes E1 et E2 à des molécules qui possèdent vraiment des halogénures et vraiment des alcools, pour vous montrer comment ça se passe là, avec les subtilités de chacune des classes de réaction, toujours dans le but d'avoir un alcène. Pour l'instant, on va digérer ceci et je vais continuer dans une capsule par après.